N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité. Tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais les débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mardi. C'est avec Fioclo Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Ambroise Pondio, le patron du journal The Guardian, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, et Joël Lega, le patron du journal Fraternité. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Et l'actualité ce matin, la CPI qui prononce l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'est le sujet principal ce matin. On reviendra naturellement sur la situation politique au Togo après le 20 décembre. Quelle configuration politique réelle pour un Togo stable? Pendant qu'à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur pose un petit problème dans l'opinion. Tout le monde va de son commentaire, on placera un mot là-dessus. Et puis, pourquoi les prêtres catholiques insistent-ils? On reviendra sur le sujet. Nous parlerons également de la santé. Retour en studio avec mes confrères Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardian. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour. Bonjour mon grand frère Fioclo. Bonjour les auditeurs que nous retrouvons aujourd'hui. J'espère que nous serons à la hauteur de nos analyses, oui, de notre point de vue sur la situation sociopolitique. Merci chez nous au Togo et ailleurs. Merci de nous être revenu. Bonjour Fioclo Adanglenou. Bonjour Eric, bonjour Ambroise, bonjour aux auditeurs à qui je présente mes meilleurs vœux 2019. Très bien. Alors on va commencer le temps que Joël Lega et Acha Ibrahim nous rejoignent sur le plateau. On va commencer le débat de ce matin par l'actualité et c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse à l'étranger avec cette décision de la CPI tout à l'heure même, elle qui prononce l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Quelles peuvent être donc les conséquences, n'est-ce pas, d'une telle décision si il y a confirmation de la chambre d'appel? Le problème aujourd'hui, c'est le premier acte. Il se pourrait que qu'on fasse appel pour cette décision et ça va encore traîner et faire des mois et des mois. Bon, aujourd'hui, comme l'acquittement est prononcé et que toutes les charges retenues contre lui sont nulles, oui, contre eux sont nulles, là, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo plane toujours sur la vie politique ivoirienne. Surtout que le président de la du PDCI, M. Kona Bédié, oui, essaie de tirer vers lui les deux FPI, et ce serait une force contre le RHDP. Donc ce serait une bonne guerre. Bonjour, Joël Lega. Bonjour, cher ami, bonjour auditeurs
auditrice de la Taxi. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers de notre taxi. C'est vrai qu'il y a quelques minutes à Abidjan, c'est la liesse populaire, en tout cas dans le camp proche de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Ambroise, comment est-ce que vous analysez la situation aujourd'hui? D'abord, je me réjouis en tant que citoyen panafricain de cette libération, de cet acquittement de Laurent Gbagbo et de son le général des rues, comme on l'appelle, Charles Blé Goudé. C'est vrai que ce n'était pas évident avoir le comportement du procureur. Et aujourd'hui, je me joins à cette liesse populaire-là, surtout dans les quartiers de Pougon, Koumassi et autres, pour célébrer la victoire de Laurent Gbagbo, la victoire du panafricanisme sur le néo-impérialisme et le néocolonialisme. Pour moi, c'est la définition que je donne à cela. La victoire de Gbagbo ou l'acquittement de Gbagbo va avoir un sérieux impact sur la vie politique ivoirienne. Ça, il ne faut pas l'écarter, d'autant plus que les cartes politiques ou la carte politique se dessinait d'ailleurs à sentir cet éventuel acquittement de Gbagbo. Et aujourd'hui, les choses sont faites. Gbagbo est acquitté. Je vous dis que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va renvoyer, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, à leurs amis les Français, puisqu'il s'agit de ça. Et je sais que la France passera par tous les moyens pour agir sur la procureure, pour pouvoir rajourner cette joie de Laurent Gbagbo. Quand cela ne tienne, je crois que c'est la victoire de la vérité et de la justice. Très bien. Écoutez, en même temps, comment est-ce qu'on peut expliquer ce virage presque à 360 degrés de la CPI, elle qui, il y a encore quelques semaines, on ne pensait pas qu'elle pourrait prendre en tout cas une telle décision, vu toute la hargne de la procureure générale de la CPI. Acha. Non, mais il faut dire que c'est la vérité qui a triomphé sur le mensonge, parce que depuis longtemps, nous avions dit, et ça a été toujours la position. Depuis 8 ans, depuis 8 ans, ça a été la position de Temps Nouveau, c'est qu'il y a eu un acharnement, un complot contre Laurent Gbagbo, et c'est la communauté internationale qui a fait ce complot, et c'était tout juste pour écarter Laurent Gbagbo et amener Alassane Ouattara, qu'on sait, est au service de certaines puissances internationales. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça nous donne raison parce que la Cour a quitté ce monsieur, parce que tous les éléments que Fatou Bensouada avait présentés ont été presque déboutés. Et M. Laurent Gbagbo, quand vous voyez un peu son conseil a eu dès le premier jour à dire que c'est comme ça que ce procès n'ira pas loin parce que le dossier est vide. Et je me rappelle même du premier jour de comparution de Charles Blé Goudé qui disait qu'il est venu à La Haye pour faire triompher la vérité, qu'on lui a toujours dit que quand on va à La Haye, c'est pour ne plus revenir, mais lui il est allé pour revenir. Et il fallait qu'il y aille pour dire la vérité et dire ce qui s'est réellement passé dans la crise post-ivoirienne en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais au même moment, ce qu'il faut dire, c'est que il y a quand même un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner, parce que quand vous voyez un peu la libération de Bemba, vous comprenez indirectement que c'était une pression qu'on exerçait sur Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui voulait tenter un troisième mandat. Donc indirectement aussi, on peut faire bien évidemment sur Alassane Ouattara, qui n'est pas clair dans ses positions et qui tente de positionner aussi ces éléments pour 2020. Bon, vous voyez que Alassane Ouattara et toute sa clique sont en train de se préparer pour continuer par régner. Et donc, ça peut être aussi un signal de la part, au niveau de la communauté internationale qui voudrait aussi changer l'ordre. Donc, disons tout simplement que c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner et on ne voudrait plus des présidents, vous comprenez, à la CPI. Et nous reviendrons tout à l'heure sur le cas même de la CPI sans fonctionnement, elle qui est décrite dans plusieurs pays en Afrique. Il y en a même qui se retirent, l'Afrique du Sud, le Burundi récemment. Joël, les gars, qu'est-ce qu'une telle décision aujourd'hui, l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, qu'est-ce que cela peut changer dans la politique ivoirienne? Quelle incidence sur
la configuration politique ivoirienne aujourd'hui? Et Eric, je crois que ceux qui nous ont suivis toujours de près doivent nous dire également bravo. Nous qui menons le combat de la vérité. Parce que voilà, c'est le soleil de la vérité qui commence pas à s'élever. Et ça s'élèvera sur le Togo également. Le soleil de la vérité et du bien. Nous menons le combat du bien, de la vérité. On est aujourd'hui mal lotis, mais nous serons ceux qui vont triompher dans 1-2 ans dans ce pays. Ça, j'en suis convaincu. Revenons sur le cas maintenant sur le cas Gbagbo. Je l'ai toujours. Nous l'avons toujours défendu à fraternité. Oui, bien sûr. Nous l'avons toujours défendu. C'est curieux qu'aujourd'hui, j'ai saisi au moins 3 personnes qui défendaient bec et ongle le cas de Laurent Gbagbo. Oui, parce que il n'y a pas meilleur lieu de confort que la vérité. Il n'y a pas meilleur lieu de confort. Ce n'est qu'une question de temps. C'était un 11 avril, aujourd'hui 15 janvier. Tu as demandé l'incidence que cela aura. Oui. Comme mon frère l'a dit, on est en train d'assister à une redéfinition des cadres politiques. Pourquoi? Parce que l'Afrique est l'avenir, c'est l'avenir du monde. Et ces Européens, ils comprennent que l'Afrique est incontournable. Alors maintenant, pour composer avec l'Afrique, il faut avoir des leaders, des gens qui font le consensus, des gens qui ont l'onction. Quand tu prends Gbagbo, tu prends certains Bemba. Sa popularité en RDC, la popularité de Bemba en RDC, c'est incontestable. La popularité de Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est incontestable. Et vous prenez un certain, le président kenyan, qui est allé, Uhuru Kenyatta, qui est allé à la CPI, est revenu libre. Sa popularité est incontestable. Ça sera la même chose également pour nous dans ce pays où on cherchera forcément celui-là qui a cette popularité qui est assez inclusive, pour le mettre en branle. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra secouer vraiment l'émergence qui est dormant. Les talents qui sont dormants en Afrique. Il faut que les Africains se reconnaissent en leur leader. Donc, moi je dis, l'incidence pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire draine l'économie de la CEDEAO. Après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire qui draine l'économie. Enfin, du moins, dans l'UEMOA, dans l'espace francophone, c'est la Côte d'Ivoire qui draine. Et ce qu'on présente aujourd'hui comme taux de croissance, enfin, santé économique, n'est que apparent parce qu'il suffit que ces bandits-là qu'on a mis au pouvoir se lèvent du jour au lendemain, ils se lèvent d'un mauvais pied, qu'ils mettent toute l'économie en péril parce qu'ils l'ont déjà fait par 2 fois. En circulant à vue au-dessus de tout le monde avec les Kalachnikov pour réclamer leur prime. Et vous voyez, quand vous prenez aujourd'hui l'équipe Ouattara, d'abord, c'est une équipe qui souffre de compétences. Et il n'y a que des parvenus, il n'y a que du clientélisme. C'est-à-dire que si on les conserve encore 5 ans, mais on ne sait où sera la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, leur dette a gonflé, juste parce qu'ils connaissent les mécanismes, comment faire pour avoir les financements. La Côte d'Ivoire vit essentiellement sur les dettes, pendant que l'économie inclusive n'existe pas. Mais qui peut le faire aujourd'hui? Il faut prendre quelqu'un qui rassure, un homme de la réconciliation. Alors, on est en train d'imaginer la Côte d'Ivoire d'après Alassane Ouattara aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être une incarnation de Laurent Gbagbo, si effectivement il est relâché, ça deviendra une chaîne de jeu musical. Tu me passes le témoin, je te passe le témoin, même si on... Vous savez, même on se fâche. Hier, sur une télé, j'ai vu des gens qui s'opposent à sa libération. Oui, sûr. Il y a ça. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme l'a dit Joël, il y a du clientélisme qui bat son plein. Les gens s'énervent. Ouattara, en tant qu'économiste, ce mal, on le dénonce un peu partout sur le continent. Hein. Il a tout fait pour faire venir des investissements, pour développer le pays. On a fait ceci, on a fait des ponts, on construit des hôtels, on a construit tel, mais la population dit qu'elle n'est pas à l'aise. Il faut revoir la justice sociale. Il y a trop de problèmes qui s'opposent. Et surtout qu'il a le PD démocrate qui est la force armée togolaise,
et les forces armées ivoiriennes qui, chaque fois, sortent avec les canadiens. Le lapsus ne vient jamais par hasard. Il y a toujours un lien. Non, il n'y a aucun rapport. Qui viennent toujours, quelquefois, semer des coups de semonce pour faire peur à la population. C'est tout ça qui fait que la population n'est pas en odeur de sainteté avec Alassane. Mais ces derniers temps, les pas que Bédié fait envers les deux FPI font que la classe politique ivoirienne connaîtra un grand bouleversement pour les élections de 2020. Alors, il y a le divorce entre Bédié et Alassane Ouattara. Bédié qui, entre-temps, s'est voulu rapprochant du parti de Laurent Gbagbo. Même le jeune président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, n'exclut pas un rapprochement avec Laurent Gbagbo. Il avait été dit entre-temps qu'il projetait même aller à La Haye pour demander pardon à Laurent Gbagbo, qui vient là, en tout cas, d'avoir le quitus de la CPI. Ça voudra dire qu'on va assister dans 1 an et demi à une recomposition totale. Un chamboulement. Oui, un chamboulement. Oui, moi je l'ai, tel que Joël et Acha, nous on était toujours dans la ligne depuis 2011. Depuis 2011, tu te rappelles, à fréquence 1, on était toujours dans la ligne, on était des farouches contestataires de cette décision, de ce comportement de la France en Côte d'Ivoire. Il y aura un chamboulement total. Bizarrement, vous voyez, les choses se rapprochent et que on dirait même que c'est l'aimant qui attire les gens. C'est comme si Soro et autres savaient que Gbagbo sera libéré. Vous savez, tous ceux qui ont fabriqué les grands politiques, ce qui a fabriqué les grands politiques en Côte d'Ivoire, c'est l'université. C'est la FECI, d'abord qui a fabriqué Soro, la même FECI a fabriqué le général de la rue, comme moi je l'ai toujours appelé. Charles Legoudé. Et c'est des gens qui ont une carrure politique. Et ce qui m'intéresse de ce jeune, c'est que le jeune n'a pas froid aux yeux. Le jeune n'a pas pris d'avocat. Lui-même, il s'est défendu à la CPI jusqu'à ce qu'il soit libéré aujourd'hui. Et il a même voulu être à la CPI pour concourir à la défense de Gbagbo. Apporter des éléments de preuve de l'innocence de Laurent Gbagbo. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, l'autre chose que les gens ne voient pas, c'est l'étalement du comportement de la France en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la carte va se retourner contre la France. Il ne s'agira pas, non, on ne fera pas le procès de la France ici, aujourd'hui, mais en même temps, excusez-moi, non, vous allez parler, excusez-moi, je vous arrête ça, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou en 2011, lorsque la France intervenait en Côte d'Ivoire pour arrêter Laurent Gbagbo, ou lorsque Ouattara décide de livrer Laurent Gbagbo et sa femme à la CPI et tout ça, mais où sont les chefs d'État africains, les panafricanistes? Oui. Où étaient-ils à l'époque? Ils étaient là, sauf que le rouleau compresseur de la géopolitique internationale n'a pas pu donner chance à ces quelques rares chefs d'État panafricanistes. Ça aurait été Sankara, il l'aurait dit clairement. Ça aurait été Lumumba, il l'aurait dit clairement, même Nkrumah. Sauf qu'aujourd'hui, la géopolitique ou la puissance métropole, l'ancienne puissance métropole, a fabriqué de nouveaux leaders pro-francophiles. Celui qui est au Mali actuellement, oui, Ibeka est un pur produit français. J'en doute même qu'il ait pu gagner les élections la dernière fois. Donc je dis aujourd'hui que quand nous citons la France, ce n'est pas forcément les Français que nous aimons. Les Français ont aussi des problèmes et ils expriment tous les jours que Dieu fait. C'est la classe dirigeante française qui porte le lourd fardeau du néo-impérialisme en Afrique francophone. Oui, mais ceux qui étaient là et ont arrêté Laurent Gbagbo ne sont pas aux affaires quand même à Ambroise Pondioune. De toutes les façons, la France licorne qui a agi en Côte d'Ivoire illégalement sous la coupole d'un certain conseil de sécurité biaisé et manipulé. Aujourd'hui, les choses se retournent contre les mêmes forces-là. Alors, Acha, tout à l'heure, lui parlait de la communauté internationale. Moi, je parlais de la communauté internationale. Et lorsque vous avez posé la question de suite de savoir qu'est-ce que les chefs d'État africains faisaient au moment où on arrêtait Laurent Gbagbo et autres là, je peux dire qu'ils étaient en même temps en phase avec le Conseil de sécurité. Quand on parle du Conseil de sécurité, c'est l'ONU. Oui, donc, si l'ONU décide, ça voudrait dire implicitement que ce sont tous ces États-là qui ont décidé de sceller le sort de Gbagbo. Donc, ces chefs d'État ne pouvaient rien faire. Donc, ils ne pouvaient que suivre la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais au-delà de ça,
il y avait quand même, si je prends le cas de Kadhafi, presque tous ces présidents que vous voyez, il n'y a personne qui dira qu'il n'est pas allé prendre des valises sur Kadhafi. Personne ne dira que lorsqu'il est dans le pétrin, il traverse des situations financières assez difficiles, ils ne font pas recours à Kadhafi. Kadhafi a presque alimenté à son biberon tous ces présidents-là, mais ils sont restés impuissants au moment où on bombardait Kadhafi. Comment est-ce qu'il faut expliquer ces genres de comportements? Non, le problème est très simple. Il y a Zouma quand même qui s'est affirmé et qui a dit non, que ça ne pouvait pas se passer devant lui. Mais comme il y avait un ping qui était de connivence avec les Occidentaux à l'époque, vous comprenez, il a scellé le sort de Kadhafi et pensant que cela pouvait lui être un tremplin pour aller, bien sûr, un tremplin pour aller encore plus loin. Mais il a vu ce qui s'est passé au Gabon. Il a compris qu'il ne fallait pas faire le jeu de la communauté internationale et de certaines puissances. Mais au même moment, ceux qui se sont tués, ils étaient là et on a bombardé jusqu'à aller assassiner Kadhafi. Mais ils étaient impuissants parce qu'il y avait cette boulimie de pouvoir qui les dérangeait, parce qu'ils se disent que s'ils osaient lever le petit doigt, on peut créer une rébellion dans leur pays, on les saute. Et vous savez, les présidents africains, ils aiment trop le pouvoir qu'ils veulent même s'accrocher à ça, et même au point de mourir même sur le pouvoir, parce que eux, c'est ça, c'est ce qu'ils savent faire, ils ne savent rien faire d'autre que rester au pouvoir et jurer des privilèges, faire voyager, c'est-à-dire ils sont dans la jouissance et non dans la gestion des pays à proprement parler. C'est ce qui se passe. Et quand vous prenez ceux qui sont de l'autre côté, de l'Occident et autres là, mais ils n'ont pas peur de quitter le pouvoir, parce qu'ils savent que même s'ils quittent le pouvoir, il y a une vie après le pouvoir. Ils peuvent donner des conférences, ils peuvent faire partie des organisations internationales, faire on le voit avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Bien évidemment. Ah oui, il y a Obama. Quand vous prenez Obama, Tony Blair, tout ça, là, Obama était pressé même de quitter la Maison Blanche parce qu'il se disait qu'il avait beaucoup de choses à faire. Quand vous prenez Obasanjo, à un moment donné n'avait pas compris, mais lorsqu'il a frotté avec certains officiels et certaines personnalités de l'intelligence, notamment à Londres, il a compris qu'il perdait son temps en restant tout en restant. Voilà. Et finalement, voilà, aujourd'hui, on voit Obasanjo. Après le pouvoir, il a pu présenter une thèse de doctorat. Oui, c'est déjà très bien. Et maintenant, il donne des conférences. Il est dans des... Quand vous voyez un peu tout ce qui se fait en matière de négociation, en matière de... Non, il est respecté. Non, c'est ce que nous voulons de ces présidents d'Afrique qui s'approchent au pouvoir. Les présidents peuvent s'affirmer quand ils sont au pouvoir. Bien évidemment. On donne la parole à Joël. Est-ce que vous voulez placer un mot très rapidement? Non, je voudrais dire que Alassane Ouattara, quand il avait arrêté Laurent Gbagbo, il n'avait averti personne avant de l'envoyer à la CPI. C'est après qu'il soit différé qu'on a appris que Laurent Gbagbo est arrivé à la CPI tel jour. C'est pourquoi les autres chefs d'État n'ont pas pu intervenir. Bon, non, en même temps, je me rappelle très bien en 2011 où France 2 avait fait tout un direct autour d'abord de l'arrestation de Laurent Gbagbo et puis Laurent Gbagbo qui a été mis dans l'avion pour partir Mais il ne faut pas oublier que la France et le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire à l'époque, le Sud-Coréen, ont joué un grand rôle dans le transfèrement de Chouaïla. Non, le problème est très simple. Les pays de la sous-région ont tous leurs militaires en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Non, le problème même, la crise ivoirienne, qui a été le premier à dégainer, c'est la rébellion. Oui. C'est la rébellion qui a dégainé. Qui sont les soutiens de la rébellion? Ah, mais vous les connaissez. Et ça fait que. Le problème, c'est quoi? C'est que la rébellion a dégainé et l'armée loyaliste était restée comme ça et essayait de se défendre, mais la communauté internationale appuyait la rébellion contre Laurent Gbagbo et contre la force loyaliste. C'est ça qui a été aberrant. Le jeu de la France. Bien évidemment, c'est ça qui a été aberrant. Comment on peut avoir le comportement? Bien sûr. Et comment on peut alimenter, comment on peut armer une rébellion pour venir attaquer une force loyaliste? C'est ça, à l'époque, on a vite compris que c'est un complot. C'est un complot. Monsieur, il y a le cas de la CPI aujourd'hui qui est aussi à évoquer dans cette affaire. C'est presque un nouvel échec pour la CPI. Est-ce qu'elle contient encore une crédibilité en son sein aujourd'hui? Joël, les gars. Justement, la CPI est en train de chercher à reconquérir sa crédibilité. Tout à fait. C'est ça. La CPI, à travers cet acte, est en train de chercher à reconquérir sa crédibilité. Parce que elle a fini par comprendre que non,
pour survivre, il faut quand même se débarrasser de ces dossiers compromettants. C'est-à-dire qu'on n'a plus intérêt aujourd'hui. Vous savez, la CPI, c'est l'instrument des Occidentaux, des capitalistes, qui se rendent compte que la Chine a fini par leur soutirer. Enfin, la Chine a fini par installer ses fondations en Afrique. L'avenir du continent, c'est en Afrique. L'avenir du monde, c'est en Afrique. Donc, il faut tenter de se réconcilier avec ces Africains-là. Parce que jamais vous ne verrez un blanc dans un fauteuil présidentiel africain. Oui, ça c'est clair. Et donc, bon, on voit des blancs dans nos villages être chef canton, chef des villages. Oui, mais non, mais bon, on est. Non, appelez votre raison que la population, même chez eux, chez les Occidentaux, est fortement métissée. Et beaucoup réclament aujourd'hui à retrouver leurs origines. Donc, vous savez, c'est-à-dire que la nature est fidèle à ses règles. Hein? Et ce que vous avez pris, vous finirez par le ramener. Ça, c'est clair. Un peu comme nous assistons à la décision cette décision d'Emmanuel Macron, qui a décidé à ce qu'on ramène à l'Afrique ce qu'on lui a volé hier. Et vous avez vu cette vidéo-là faire le tour des réseaux sociaux où on avait discuté de ça ici, les gens étaient sceptiques, ils ne trouvent pas nécessaire qu'on ramène nos statues, mais il y a cette statuette qu'on a prise en Côte d'Ivoire qui fait des preuves de fécondité aux États-Unis, où des couples ont témoigné que juste après avoir touché à ces statues, ils ont retrouvé, enfin, ils sont tombés enceintes, elles sont tombées enceintes, des femmes qui ont témoigné, etc. Donc, nous sommes dans la dynamique où il faut qu'on revienne à nos valeurs, à ce rayonnement de l'ancienne Égypte, etc. Et tout ça là, vous savez que c'est la politique qui a toujours détruit ce monde, et c'est la politique qui va réparer. Raison pour laquelle vous assistez à cette renaissance de la CPI, qui veut aujourd'hui renvoyer ces leaders-là, comme je l'avais dit, ces leaders populaires incontestables, il faut les renvoyer et rompre, arrêter également les régimes, les règnes ad vitam aeternum, les règnes où on veut faire plus de 2-3 mandats, sans partir, où il n'y a pas de développement. Donc il faut aujourd'hui parler de développement, réconcilier l'Afrique avec elle-même, avec son histoire, avec ses valeurs. Bien. Et donc c'est à cela que nous assistons. Le cadre de la CPI est très important aujourd'hui. Oui, non, vous estimez que ce n'est pas un échec? Ce n'est pas du tout un échec. Non, ce n'est pas un échec, c'est-à-dire que... Quand on arrête des gens pendant 8 ans avant de se rendre compte qu'on s'est trompé... Non, mais juste, en fait, la CPI est juste, comment vous l'appelez? Non, en fait, une stratégie de caser ceux-là qui dérangent. La CPI a toujours été une chambre où on casse Bemba. Pourquoi on l'a amené à la CPI? Mais pour amener Bemba à la CPI, on ne l'a pas poursuivi sur les faits commis en RDC. Hein. Non. On est parti chercher ailleurs. Mais tu vois, Charles Taylor, on l'a pas poursuivi pour le Libéria, mais on est parti à Sierra Leone chercher quelque chose. C'est-à-dire que la CPI, c'était une chambre où il fallait enlever ceux-là qui dérangent. Pour vous, la libération ou l'acquittement, la libération immédiate telle que prononcée par ce pays aujourd'hui est beaucoup plus de la justice. C'est plus une démarche de rachat. La CPI veut se racheter. Quand vous prenez par exemple le cas de Bemba dont vous citez tout à l'heure, c'est en fait une situation où on retrouverait plus un Américain derrière un Kabila que derrière un Bemba qui a de l'argent et qui a plus un sens évolué de l'État. Maintenant, dans le cas de la CPI, tout en adjurant ce que Joël a dit, je me dis que au départ c'était un fabricat qu'on essayait d'imposer ou de vendre à qui veut l'entendre, comme quoi c'est une justice internationale, et que par après les gens se sont rendus compte que c'est effectivement une chambre dans laquelle on veut caser des gênants. Mais la chose s'est désactivée d'elle-même pour pouvoir retrouver la justice réelle. Parce que en fait, la pression internationale des panafricanistes et des gens épris de justice partout dans le monde ont fait en sorte que Bensouda s'est retrouvé seul dans son bord de réquisitoire. Parce qu'aujourd'hui, les juges estiment que la procureure n'a pas apporté les preuves. Oui, et les juges ont été... Justement, Bensouda s'est retrouvé seul et les juges ont compris que finalement, ça risque d'être un complot impérialiste. Bon.
contre quelqu'un. Le travail avait été entamé par Ocampo, vous vous rappelez? Oui, Ocampo lui-même n'est pas blanc. C'est-à-dire que quand vous fouillez au fond, Ocampo n'est pas blanc. Hein. Mais Ocampo s'est vite retiré. Il a même fait des aveux. Oui, c'est lui-même qui a accepté partir. Parce que ça risque même de créer une situation de conflit entre Américains eux-mêmes. Parce que ça, c'est toute l'Amérique. Maintenant, pourquoi prendre une Africaine? Une Africaine parce que c'est vous-même qui vous jugez. Nous, on n'est pas dedans. Pourtant, c'est des gens qui sont derrière. Aujourd'hui, ce qui a salué, je le dis, c'est vrai, ce que Joël dit, mais il y a une justice et une vérité qui est aussi dite, ou qui sont aussi dites. Et dans tout ça, c'est Bemba qui est libéré, c'est Gbagbo qui est libéré. Mais la question qui se pose par rapport à la crédibilité même de la Cour pénale internationale, c'est les George Bush qui sont libres, c'est les Sarkozy qui ont tué Kadhafi qui sont libres, ça c'est à chercher. Il y en a même en Syrie. Donc pourquoi on ne prend pas ces gens-là pour conforter la crédibilité de la CPI? Vous avez envie de dire comme les profondeurs de la CPI qu'elle a été créée uniquement que pour les Africains? Non, pas forcément pour les Africains. Je dis non. Mais pour les gênants. D'accord. Je l'ai dit. Maintenant. Pour les gênants. Je dis non. Ce n'est pas créé uniquement que pour les Africains. Après la guerre de Yougoslavie, dès les années 90. Il n'y a que l'Afrique. Non, la Yougoslavie n'est pas en Afrique. Non, eux et l'Afrique. Oui, bon, si je dis l'Europe, il y a aussi des Européens, il y a Yougoslavie, c'est en Europe. Oui, bien sûr. Et il y a Yougoslaves qui ont été arrêtés, déposés là-bas, jugés. Il y a 1 ou 2 qui ont été acquittés et les autres sont en prison. Ce qui veut dire que la CPI a fait son boulot. Les Serbes. Est-ce qu'elle demeure crédible encore aujourd'hui? Dernière question. Est-ce que la CPI demeure crédible? Je veux commencer par... À mon point de vue, elle demeure crédible, en ce sens que la Fédération internationale des droits de l'homme, la FDH, depuis quelques mois, d'après ces enquêtes qu'elle a publiées, a dit que Gbagbo, en principe, devait être acquitté parce qu'il n'y a aucune charge réelle ou bien tangible qui puisse pousser à toujours le maintenir en prison. À le maintenir en prison. Donc aujourd'hui, la FDH a raison et c'est pourquoi les juges ont jugé de le libérer. Parce que à l'époque, d'après les informations que moi j'avais eues en temps, c'est que c'est une puissance étrangère européenne qui était derrière cette arrestation de la France. Moi, je ne peux pas dire que c'est la France. Il y a une puissance étrangère. Je Vous la connaissez au moins? Je la connais, mais je ne peux pas la nommer. Que c'est elle qui est derrière cette affaire de Gbagbo. Donc, la dame a été manipulée. Et aujourd'hui, quand on lui a demandé des preuves tangibles, elle n'en a pas. Or, dans un jugement, c'est les preuves qui consistent que cette affaire tient ou pas. Elle n'a pas les preuves. Acha, il faut dire que c'est... Ce pays crédible encore aujourd'hui? Oui, mais crédible, bien sûr. C'est le triomphe de la justice. Parce que c'est une cour, quand vous allez là-bas, on vous écoute, vous apportez les éléments, on juge, on tranche. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Gbagbo. Donc on a tranché, la vérité a triomphé et Gbagbo est acquitté. Si la vérité avait triomphé et Gbagbo n'était pas acquitté, c'est là où on dirait qu'il y a des problèmes. Il y a problème au niveau de cette cour. Donc si on a jugé, les avocats ont eu la liberté de défendre leurs clients, les juges de la CPI ont écouté, ils ont tranché finalement, ils ont dit que non, c'est ça la justice et c'est ce que nous voulons pour le monde. Et figurez-vous, la CPI a fait que l'existence même de la CPI a dissuadé beaucoup de chefs d'État en Afrique. Sinon, l'idée qu'ils avaient pour l'Afrique, le complot qu'ils faisaient pour l'Afrique, ce n'était pas ça. Ah bon? Mais oui, il a fallu seulement qu'on dise la CPI. Il y a certains chefs d'État qui refusent même qu'on bâillonne leur population. Il y a des bourreaux dans des pays qui ont peur de s'attaquer aux populations civiles parce qu'ils se disent que si on les identifie, c'est fini. Ils auront leur cellule au niveau de la CPI. Donc en Afrique, ça a rendu service à l'Afrique. Ça, il faut le dire. L'existence de la CPI a rendu service à l'Afrique parce que ça a été un instrument de dissuasion. Les Africains ont commencé par se retirer de la CPI. Non, mais ils se retiraient, mais ils savaient pertinemment que quand ils dépassent la ligne, comme on le dit, ils franchissent le Rubicon. C'est ceux-là qui ont franchi le Rubicon qui sortent de la CPI. Il ne faut même pas s'hasarder dire que bon, on va sortir et c'est fini. Mais il y a le cas Yahya Jammeh qui commence par titiller les esprits au niveau de la CPI. Vous savez de quoi je parle. Donc, il peut
du jour au lendemain, même étant chez l'autre là, Obiangema, même étant là-bas, on peut aller le choper là-bas pour amener à la CPI. Jacques Taylor en sait quelque chose. Il était au Nigeria, mais vous avez vu comment les choses sont passées. Et le Soudanais qui est aussi cherché par la CPI, on ne sait pas quand est-ce que lui sera arrêté, jugé et peut-être acquitté un peu plus tard. Oui, Béchia. Oui. Non, mon frère, c'est que l'enjeu de la CPI aujourd'hui, bon, je dis la CPI est en train de se racheter. Et la CPI va se racheter encore plus. En faisant quoi? En mettant prochainement la main sur ceux-là qui ont servi les intérêts de ces Occidentaux contre les Africains. Voyons certains Ouattara, ne soyez pas étonnés qu'un certain Ouattara et Soro soient devant la CPI demain. Déjà, on nous a annoncé, vous savez que... C'est des faux auteurs, c'est pour amener... oui, bien sûr. Non, mais... Et maintenant, moi, je dois deux éléments. Il y a l'enquête. Il y a l'enquête sur l'enquête qui était hier limitée à la crise post-électorale, mais qu'on a maintenant étendue. Hein? Jusqu'à l'ouverture de la rébellion. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que les Blancs, ils ont toujours des longueurs d'avance sur nous. Il y a la DGSE française qui a discrètement distillé un document sur Internet ou qui met comment vous l'appelez, qui porte sur les trafics que Ouattara aurait fait avec le roi marocain, etc., où c'est le roi marocain même qui déballe les choses sur Ouattara. Donc, ne soyez pas étonnés que ceux qui ont servi, vous savez que les gens vont connaître le sort de certains Savimbi que les Américains avaient utilisé pour arriver à leur fin. Une fois que c'est fini, ils l'ont repêché. Et quand tout cela participe au rachat de la France dans l'opinion, au sein de l'opinion africaine, et c'est ce que la France est en train de faire également en RDC. Sachant très bien que non, mais c'est vrai que c'est Fayoulou qui a gagné, mais ils disent non, les résultats ne sont pas crédibles, on défend la cause de Fayoulou, juste pour que l'opinion, enfin, soit... Voilà, merci. Merci, un nouveau regard sur la France. Et moi, je dis, merci beaucoup, ne soyez pas étonnés que nous sommes des Togolais d'abord. La France va jouer le même jeu également au Togo. On reviendra sur l'actualité politique au Togo tout à l'heure. Oui, on va terminer en fait, quoi qu'on en dise, la CPI demeure aujourd'hui une institution de dissuasion des crimes de masse, des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, quoi qu'on lui reproche, des choses, j'estime et je le martèle que ça fait en sorte que certains chefs d'État ont peur de commettre des crimes de masse. Très bien. Messieurs, on va passer à notre sujet, revenir sur l'actualité au Togo. Au Togo, où beaucoup de choses se sont passées, surtout le 20 décembre dernier, où les élections législatives ont été organisées. Une question simple aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la configuration, la nouvelle configuration politique au Togo, justement pour un pays stable aujourd'hui? Je vais commencer par vous, Acha. On peut dire que la nouvelle configuration politique, mais elle est faite de sorte qu'il y a eu peut-être changement de poste, changement de positionnement et changement d'acteurs, mais pas un changement assez rigoureux dans les termes. Je veux parler de l'opposition parlementaire qui est incarnée aujourd'hui par une formation politique que nous connaissons, l'opposition qui a toujours contesté, qui a toujours mené une fronde contre le régime. Oui. Il y a certains partis de cette coalition qui ne sont plus à l'Assemblée nationale, donc du coup, ils vont... Peut-être il y a beaucoup de sujets sur lesquels il ne peut plus se prononcer parce qu'il n'étant plus à l'Assemblée nationale. Voilà, et la nouvelle. Il peut peut-être se prononcer, mais pas légiférer. Bien évidemment. Non, quand je dis se prononcer, c'est tout le débat qui se fera au niveau de l'Assemblée nationale. Parfait. Ils sont écartés d'office. Donc, mais ils peuvent faire entendre leur voix d'une autre manière. Tel que, disons, le reconnaît la constitution togolaise. Ça peut se faire par des manifestations dans la rue, ça peut se faire par des communiqués, ça peut se faire par, pourquoi pas, des rencontres informelles avec certains acteurs politiques ou bien certains officiels togolais pour discuter des sujets portant sur la vie de notre nation. Voilà. Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à la nouvelle configuration. Oui, cette configuration-là, telle qu'on l'a aujourd'hui, est-ce qu'elle peut participer à une certaine stabilité même de la politique au Togo?
Oui, je peux dire que les élections du 20 décembre ont fait que nous avons une opposition parlementaire modérée ou bien centriste. Les radicaux n'y sont plus. Ils étaient dans la C14. Il faut s'en féliciter aujourd'hui. Je ne peux pas dire qu'il faut s'en féliciter parce que la démocratie même, c'est à l'Assemblée. Et les débats, c'est toujours à l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer que... En même temps, on remarque de l'influence de la rue également sur toute décision politique. Mais au Togo et partout ailleurs dans le monde. Une fois que les lois seront prises, seront votées à l'Assemblée, ça va pour tout le monde, que ce soit pour l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire, les civils, militaires et autres, tous vont se conformer à cette loi qui sera votée par la nouvelle Assemblée. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de changement de classe politique. Ce qui a changé, c'est que la classe politique radicale existe, mais à l'Assemblée, elle n'y est plus, c'est tout. Oui, excuse-moi, Joël. c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse l'effort de rompre avec cette appréciation caporaliste. Ça suppose quoi? Oui, c'est-à-dire que tel que mon frère Tchonkou l'a dit, ben, les lois qui vont voter vont s'imposer à tous. Et puis c'est fini. Est-ce que ça règle le problème togolais? Est-ce que ça règle le fond du problème? Ben, on va pas mettre notre laurier et dormir sur le fait accompli. Mais il y a des millions de jeunes qui nous demandent de leur léguer un pays mieux que ce que nous avons obtenu. Et il y a des millions de jeunes qui ne veulent pas de même porter un nom avant d'accéder à telle fonction. Mais vous voyez le campus universitaire aujourd'hui, en 15 ans, on n'est pas foutu de donner assez de bus pour qu'on arrête de voir cette scène de sardines, de boîte de sardines, qu'offrent les bus au campus universitaire. Mais est-ce qu'on arrive à régler le problème togolais? On n'arrive pas, on ne l'a pas encore réglé. On ne va pas chaque fois distribuer du CFA à ces clientélistes, faire du tribalisme par ici, et faire, comment vous l'appelez, du nivellement vers le bas par là. Mais le problème demeure. Le problème, c'est quoi? Comme tu l'as demandé, est-ce que la classe, tel que le Parlement configuré, est-ce que ça garantit stabilité politique? Non. Et n'importe qui, même vous prenez le lycéen aujourd'hui, vous le dira. Vous prenez un petit lycéen aujourd'hui, parce que nous sommes à l'ère de la technologie, tout le monde a la même information, tout le monde te le dira, que le Togolais, les souris qu'on s'affiche dans les rues, ce ne sont que des souris de façade. On ne fait pas des souris de cœur. Mais quand est-ce qu'on va s'offrir des souris de cœur? Même dans la corporation, dans notre presse aujourd'hui, vous voyez, notre corporation, on dit, il y a l'association majoritaire, c'est le CONAM, mais au sein même de cette corporation, il y a le tribalisme, il y a excuse-moi. On n'est pas sûr à tous les niveaux, parce que, oui, parce que parlons de la configuration du Togo. Non. Parce qu'au niveau politique, c'est pourri, quand on dit le poisson pourri par la tête, c'est pourri par la tête, donc ça va jusqu'au bas. Mais pourquoi est-ce qu'on veut chaque fois qu'il y ait des Togolais? Il faut toujours porter soit le bleu turquoise, il faut faire du clientèle, il faut faire de la comédie. Donc pour vous, la configuration telle que nous l'avons aujourd'hui ne garantit pas ça ne garantit aucunement, parce que la crise qui a commencé en 2017 était en gestation depuis. Mais quand la crise a commencé en 2017, l'opposition n'a pas demandé organisons des élections législatives crédibles. Mais il faut qu'on voit les problèmes en face. L'opposition n'a jamais demandé organiser des élections législatives crédibles. On a demandé. À la première session de droit, permettez Joël, à la première session de droit à l'Assemblée d'autrefois, on s'est rendu compte que tout le monde, tous les députés au Parlement avaient à cœur d'aller vite. Les attentes sont nombreuses, il faut faire vite, voter les tests, voter, n'est-ce pas, les lois réformes qui garantissent quand même une certaine stabilité. Oui. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut y aller aujourd'hui? Non, mais attends, mais excuse-moi. Embrasse-moi le contexte. Comme tu l'as dit, mais est-ce qu'ils ont les moyens de faire bien? Ils peuvent aller peut-être vite, parce qu'ils sont tirés par les 77. Enfin, 59 officiels, unir plus les 18 indépendants, ils sont tirés par les... Mais est-ce qu'ils ont les moyens? C'est la raison pour laquelle nous avons publié notre article dans la dernière parution. De quel type de député seras-tu? Seras-tu un député mouton ou un député tigre?
il faut qu'ils répondent à cette question. Est-ce qu'ils ont les moyens de nous offrir ce que nous voulons? Déjà, la question commence par se voir. Quand on choisit en violation de la Constitution, on va revenir sur le sujet tout à l'heure, rassurez-vous, Joël les gars. Ambroise Pondio maintenant. Oui, moi je pense que là nous sommes devant une salle de cinéma où les acteurs sont rentrés dans la salle pour voir les acteurs à l'œuvre sur la scène. Et cette scène est truffée de crabes, de crocodiles et de tout. Ça veut dire que les gens risquent de se manger sur la scène. Et après quelques minutes, vous allez voir, la scène va se vider. Parce que dans l'autre débat concernant Gbagbo, nous disions tout à l'heure que comment vous l'appelez ça? Certains événements ont horreur du silence. Et que quand vous brûlez les étapes pour monter les échelons, vous risquez de revenir à l'étape initiale. C'est tout comme un enfant qui est né, bébé, ne peut jamais commencer par manger en même temps. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons au Togo. Les gens ont brûlé la première marche, la deuxième, ils se retrouvent actuellement sur la troisième marche, et ils pensent qu'ils sont au firmament. Je suis désolé, la nature a horreur du vide et du silence, ils sont obligés de revenir. Le cas Gbagbo est aujourd'hui illustratif. Pour vous dire que tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui, moi je les respecte en tant que Togolais, mais ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Ils savent que leur cœur n'est pas adulé par le peuple. Et on a comme l'impression que nous avons face à un pouvoir, qui a en face de lui un peuple hostile, dans sa grande majorité. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette assemblée-là ira voter le test que le peuple togolais dans sa grande majorité veut, surtout le test concernant la réforme constitutionnelle par rapport au Sénégalais, au test sénégalais, qui veut limiter le mandat. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et avec cette disposition plus coercitive qui dit que on ne peut jamais réviser cette partie, l'alinéa 2 de l'article 59. Donc la peur pour moi aussi, c'est de voir qu'on me dise que ceux qui sont à l'Assemblée, c'est eux qui vont désormais occuper la CENI, la prochaine CENI. Oui, bien sûr. Ça, c'est la loi. Pourquoi est-ce que vous avez peur de ça? Si je me renvoie, et en politique, tout est modifiable. Si je me rappelle dans ce pays. Là, il va falloir réviser le code. Oui, c'est justement. Je me rappelle, on nous avait dit que les PDR, tout ça là sont déjà vieux. Ils ne sont plus dans la configuration politique actuelle du pays. Il faudrait revoir. C'est ce que nous tendons vers avant que la CEDEAO ne vienne prendre le dossier. Et voilà, ce dossier a été laissé au carreau. Donc, je me dis que chez nous, on dit à vos mots là, non. C'est-à-dire que les gens seront surpris. Parce que quand vous avez en face. Ils seront surpris d'être étonnés comme le Togolais l'a dit. Merci beaucoup. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, même dans cette légalité fichue, ils ne sont pas légitimes. Revenons maintenant sur l'Assemblée nationale, encore une fois. Oui, mais si vous permettez, mon confrère Joël a parlé du CONAP, je suis interpellé, je suis membre du bureau, donc il faudrait que... Non, on ne fera pas le débat. Non, c'est pas un débat, c'est pour rétablir la vérité, pour dire qu'il n'y a pas de tribalisme au CONAP, et je ne vois même pas les éléments qui l'amènent à... Je salue le passage du président Tchanyao. Tchanyao a toujours été un rassembleur, et quand vous prenez le bureau du CONAP, mais je ne vois pas un tribalisme là-bas, et même le fonctionnement du CONAP, mais je ne vois pas de relent tribaliste dedans. C'est juste il n'y a pas de tribalisme au CONAP, parce que ce sont des gens qui se respectent, ce sont de grands messieurs, des gens qui sont allés à l'école et qui savent que dans toute organisation, la démocratie doit prévaloir. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est une parenthèse. Revenons. Je veux qu'on revienne sur la... Oui, en parlant... Non, écoutez, Joël, attendez. En parlant de ce règlement intérieur qui est passé... je ne sais pas si on a voulu passer ça inaperçu, mais qu'on a vite vu, parce qu'il y a eu des fuites par rapport à ce sujet. Bon, heureusement qu'ils ont voté cela. C'est que le bureau de l'Assemblée nationale, désormais, sera élu pour un mandat renouvelable. Est-ce que ça vous choque, Fioclo Adanglenou? Parce que quand on jette un regard sur notre Constitution, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce que le législateur a prévu. L'article 54 dit que les présidents et les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus pour le mandat, la durée de la mandature.
Bon, si le règlement intérieur aujourd'hui dit que le président de l'Assemblée doit être élu pour un an renouvelable, seule la Cour constitutionnelle peut se prononcer sur cet amendement. Nous avons eu à dire que la précédente législature a péché par la complaisance et il avait dit aussi qu'ils étaient vraiment très engagés par rapport à leurs intérêts que l'intérêt de la République. Voilà des messieurs qui ont fait des déclarations fracassantes la dernière fois lors de leur première rencontre. Ils disaient ils vont aller vite, ils vont travailler pour la République, ils vont faire ça. Et tout le monde était content parce que c'était des gens qui, voyant la crise togolaise, voulaient apporter leur contribution pour que le Togo sorte de cette zone de turbulence. Et patatras, leur première action, c'est de violer la constitution togolaise en parlant de... Non, mais c'est sérieux. Il s'agit de ça. Il faudrait qu'ils se remettent en cause, qu'ils ne laissent pas... les gens le 20 décembre dernier... la première action, c'est de violer la constitution. C'est pour dire que ils feront une présidence rotative. Ils feront une présidence rotative. La Cour compétente. Et à cette allure, le problème, c'est quoi? C'est que ils commencent par donner... ils commencent par donner raison à ceux qui leur prêtaient des intentions d'aller faire du business, d'aller chercher à satisfaire leurs besoins personnels que de travailler pour la République. Parce que quand on parle de la présidence, c'est que les gens veulent être présidents. Voilà des gens qui vont à l'Assemblée et tout le monde veut être en même temps président de l'Assemblée nationale. Mais c'est comme ça on veut travailler pour la République. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est des députés que nous respectons. Donc tout ce qu'ils doivent faire, ils n'ont qu'à le faire dans la légalité et savoir que au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun problème dans la République. On n'a pas un problème de président de l'Assemblée nationale au Togo. Pourquoi ils veulent en créer des problèmes là-bas? Ils n'ont qu'à chercher des solutions là où il y a problème que d'aller s'attaquer à des points où il n'y a pas de problème. Je voulais rappeler juste... La rotation là, c'est du désordre qui va commencer parce que après un an, vous allez voir des gens qui vont encore se positionner, des alliances contre nature, des complots, des négociations, de tout ça là. Ils vont laisser l'essentiel que ça va donner. Alors, je voulais rappeler juste l'article 54 de notre Constitution aujourd'hui, qui dit que l'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque assemblée. Oui, mais excuse-moi. C'est ça. Eric, moi je l'ai dit, il n'y a pas meilleur lieu de confort que la vérité. Oui, ça vous l'avez toujours dit. Oui, et c'est l'expression de l'inconfort. Ce qu'on voit à l'Assemblée nationale actuellement, c'est l'expression de l'inconfort. Parce que c'est les signes annonciateurs que la confiance même, malgré qu'on ait coopté des gens, on ait coopté des gens pour constituer... Il y a un problème de confiance? Oui, mais attends, parce que l'évidence est plus forte que toute cette comédie-là qu'on est en train de faire. Quand on parle de l'alternance, qui sera contre l'alternance? Mais peut-être quand tu alignes les CFA, je te dirai non, bon, l'alternance, on a qu'à rester là-bas. Mais lui-même, c'est celui qui m'aligne les CFA, sait très bien en sorte qu'à mon fort intérieur, je ne suis pas contre l'alternance. C'est un bien, c'est-à-dire que c'est le bon sens, c'est ce que le philosophe dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. Oui. Ce n'est que le bon sens. Ce n'est que le bon sens. Donc, moi je dis, voilà les signes annonciateurs de quoi sera fait notre actualité politique sur l'axe 2019-2020. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de surprises parce que la confiance n'y est pas. Pourquoi est-ce qu'on choisit de violer? Excuse-moi, quand Achal dit que les députés autres là, non, attends, vous croyez que c'est les parlementaires, les minoritaires c'est les minoritaires cooptés là, qui ont instillé le mandat renouvelable annuellement? Vous savez celui qui a... Non, mais attends, le débat est dirigé là-bas par nos amis de UNIR. Non, mon frère. Attendez, Joël, on va pas induire en erreur aussi. Il y a une commission qui a été donc créée. Vous connaissez la composition de la commission? La commission est dominée par la majorité. La commission, et cette commission a travaillé, on a apporté ce travail en plénière. Qui a la majorité? Qui a la majorité au sein de la commission? En plénière. Attends, l'idée est née où? Au sein de la commission? Oui. Qui a la majorité?
Qui est la majorité de la commission? Non, c'est-à-dire que, vous savez, Non, on pas forcément la majorité, hein. on a plein de choses. On a des choses plus importantes. C'est ça le mal du parti uni FPT. On a des choses plus importantes à régler. Et Eric, je te fais savoir que malgré tout ce que nous servons, PNG par ici, on a obtenu tel financement par là et autre là. Quand tu prends aujourd'hui les pays de la CEDEAO, le Togo a le taux de croissance, le taux de croissance le plus faible. Messieurs, merci beaucoup. Nous reviendrons sur le débat tout à l'heure. Nous parlerons également des évêques du Togo parce que les prêtres étaient en réunion il y a quelques jours à Akpalimé. Une déclaration a été donc sortie où les évêques invitent de nouveau, en cette fois, je vais dire, les prêtres à se tenir sur la brèche en faveur du peuple. On va l'aborder. On donnera aussi la parole aux auditeurs. Ceux qui le souhaitent, nous enverrons donc des messages sur notre numéro WhatsApp, le 90 111 49 62. Ceux qui le peuvent aussi peuvent nous appeler en ce moment sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Pour l'instant, on va marquer une pause publicitaire. Retour des titres dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais les débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio. Il est 12h, presque 2 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse est avec Ambroise Pondio, Fioclo Adanglenou, Acha Ibrahim et Joël Lega. Avant de les retrouver pour la suite du débat, nous avons en liaison la rédaction de Taxi FM. Bonjour Amen Assignon. Bonjour Eric Gator, comment allez-vous? Ça va très bien, merci de nous avoir rejoints. Et quel est le contenu de votre journal tout à l'heure à 12h45? Eric Gator, d'abord direction à La Haye pour évoquer la décision de la CPI d'acquitter l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en détention depuis 8 ans déjà. Acquittement suivi d'une remise en liberté immédiate des deux accusés. Mais ce dernier point a été suspendu à la demande du procureur dans l'attente d'un nouvel appel. Analyse en studio avec Flamme Sassi à 12h45. En page nationale, le mandat du président de l'Assemblée nationale limité à 1 an renouvelable. Décision prise de commun accord par les députés hier en plénière. On parlera également des grandes innovations fiscales et douanières, propices aux affaires contenues dans le nouveau code des douanes, des impôts et livre de procédure, des nouvelles dispositions présentées à la presse lundi à Lomé. Et puis Folie Sativi en cours 4 ans de prison. Les organisations de défense des droits de l'homme appelées à se mobiliser pour sa libération. Merci beaucoup Amen Assignon, on vous retrouvera tout à l'heure dans 42 minutes. Dans 42 minutes exactement pour Taxi Midi. Retour en studio avec les confrères. Ambroise, c'est vous qui devez maintenant prendre la parole sur le cas de l'Assemblée nationale de son règlement intérieur avant qu'on aborde la question liée donc aux prêtres catholiques. Hier, j'étais dans un débat avec Fioclou. Je disais qu'en réalité, le cas de l'Assemblée nationale dont le mandat est ramené à 1 an renouvelable sonne comme une prévention des velléités de certains membres du cacique du parti au pouvoir de vouloir prendre le perchoir comme étant leur chasse gardée. Vous vous rappelez au temps de Dama Damani, quand Dama Damani devait être positionné comme président, Klassou était déjà là pour prendre le perchoir. Et il y avait une guerre entre les deux personnalités, et ce qui d'ailleurs a conduit à ce que pour calmer Klassou, on le ramène à la primature. Aujourd'hui, les faits sont encore là. Klassou, ce qui même fait traîner le gouvernement, c'est que Klassou lui-même ne veut même pas être reconduit comme Premier ministre. Il veut un mandat de 5 ans à l'Assemblée. Avoir un mandat de 5 ans vaut mieux... Il vous a dit ça, Ambroise. Je vous dis que la guerre aujourd'hui au sein de ce parti, c'est que Klassou préférerait un mandat de 5 ans à l'Assemblée que d'être dans le Premier ministre et d'être évincé à tout moment là-bas. Parce que quand on est président de l'Assemblée, ça c'est le premier élément qui justifie cette guerre-là. La seconde, le parti crée pourquoi ce monsieur veut coûte que coûte être là-bas pour 5 ans. Alors que nous sommes à quelques encablures d'élection présidentielle en 2020. Donc, le jeu n'est pas clair dans la tête de nombre de cadres du parti au pouvoir, y compris ceux qui sont les proches, le cercle fermé autour du chef de l'État. Donc il va falloir déjouer ce piège-là et mettre les gens au pas en essayant de renouveler chaque année pour voir ce qui va se produire. Donc en réalité, maintenant, pour l'Assemblée, je crois que si Klassou se voit découragé de ne pas faire ses 5 ans,
on peut prendre peut-être l'autre, comment vous l'appelez, Memouna ou comment vous l'appelez, non, il y a un autre là. Baba, voilà, Baba, ce serait maintenant le jeu serait entre les trois. Maintenant, ce que les gens, il y a aussi d'autres choses que les gens ne voient pas. Le jeu est ouvert, hein. Il y a Adjouvi qui est là-bas. Mais là-bas, pour juste flouer ceux qui seront toujours naïfs, comme quoi le Togo sera une monarchie, mais ne viendra jamais à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je n'en sais rien, mais je sais pas la réelle politique. Vous avez parlé d'une prophétie qu'on n'est pas en train de voir encore. La prophétie, les gens ne l'ont pas compris. Je vous dis que quand je parlais de la CEDEAO, que le Togo connaîtra l'une des meilleures élections, il faut corriger ceci, parce que les gens ne l'ont pas compris. Je disais dans ce studio que si tout marchait bien, tout marchait bien, et les choses ne vont pas marcher, la CEDEAO même a truffé le jeu en cours de chemin, ils ont brûlé la première marche, la deuxième, ils sont tombés sur la deuxième, ils ont donné Quitus Blanc au pouvoir, vous pouvez tuer comme vous voulez. Merci beaucoup. Et là, nous sommes dans un jeu dangereux. Là, la prophétie n'a pas marché. Non, la prophétie est distante de cela. Non, la prophétie, elle suit son cours. Et Joël vient de confirmer que cette prophétie a su son cours. Quand vous contournez la base, ça retourne contre vous. Bon, peut-être c'est l'une des meilleures élections qu'on a eues. C'est l'une des meilleures élections qu'on a eues avec un message fort. Le plus fort taux d'abstention de boycott. C'est l'un des meilleurs. On pourra revenir sur cette histoire de prophétie un autre jour. Mais parlons des évêques et des prêtres catholiques, les prêtres de Jésus-Christ, c'est comme cela qu'on les appelle. Eh bien, oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, du 7 au 11 janvier dernier, ils étaient à Palimé pour l'Assemblée générale de la Fraternité des prêtres diocésains du Togo, sous le thème « Quel prêtre pour notre pays et le peuple de Dieu dans la crise socio-politique que nous vivons ?» En interrogation, bien entendu. Alors, dans le message de la conférence des évêques du Togo à l'Assemblée des prêtres, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais quand même souligner quelques éléments. Et puis après, on pourra revenir sur le sujet. Alors, la conférence des évêques dit aux prêtres togolais que les événements que nous vivons dans notre pays au plan politique et social ne sauraient nous laisser indifférents. Nous, prêtres de Jésus-Christ, le prince de la paix. Les violences contre les personnes, les blessés, les détenus et les morts qui ont émaillé la période du dialogue entre les acteurs politiques sont déplorables et inacceptables. Le peuple de Dieu attend de nous une parole d'espérance et de réconfort, mais aussi une parole forte qui appelle le mal, mal, et le bien, bien. Le peuple de Dieu attend de l'Église et de ses prêtres la parole de vérité. Un autre élément, les évêques vous demandent d'être des prêtres courageux qui parlent de ce qu'ils ont entendu du Christ, ceux qui en parlent et en témoignent. Le prêtre doit se munir ou doit se tenir sur la brèche en faveur du peuple. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent. Foule l'étranger comme toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ésaïe 22, verset 30. Tenir sur la brèche aujourd'hui dans notre pays, dans notre cher pays, en crise, c'est pour nous, prêtres, appeler le peuple de Dieu à garder la parole de Dieu immuable et efficace. C'est appeler le peuple à tenir ferme dans l'espérance, à maintenir vive la flamme de la prière. Une autre séquence, la dernière que j'ai retenue, ce qui vient d'être appelé, vous êtes familier depuis toujours. Vous n'avez pas attendu ce message pour savoir quel prêtre vous devez être. Mais la particularité du message de cette année est de rappeler la gravité des événements que nous vivons et de préciser la réponse collective que l'Église doit apporter. La politique, attendue comme la construction et la défense du bien commun, n'est pas l'apanage des seuls professionnels de la politique. Elle est l'affaire de tous les citoyens. Elle est même, selon le magistère de l'Église, une des formes les plus élevées de la charité. Certes, il ne s'agit pas pour nous, prêtres, qui avons pris l'engagement
dès l'ordination diaconale, de nous tenir à l'écart de la conduite des affaires politiques. Il ne s'agit pas pour nous de se prononcer pour tel parti politique d'opposition ou pour le pouvoir. La crise nous demande de rappeler les valeurs qui transcendent les clivages partisans. La dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Et donc la condamnation de tout acte qui nie cette dignité. Les valeurs de vérité et de justice. C'est cela rendre témoignage à la vérité. Ça, ce sont des séquences du message de la conférence des évêques du Togo aux prêtres à l'Assemblée générale de la Fraternité des prêtres du diocèse du Togo qui s'est déroulée à Palimé du 7 au 11 janvier dernier. La question, pourquoi insistent-ils les prêtres et leurs évêques? Oui, moi je peux dire que chaque année, les prêtres font un rapport sur l'état de la politique togolaise. Et compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers temps avec le révérend Père Afagnon, avec Espérance Togo, tout ça, je me suis dit que si ces prêtres se sont réunis pour faire ce genre de déclaration, c'est qu'ils veulent attirer l'attention des gouvernants et des gouvernés que nous devons avoir comme principale action au Togo les droits de l'homme et que tout doit être centré sur une politique claire et la justice sociale doit être rendue et autres. Et pour ne pas aller à l'encontre de ce qui s'est fait, c'est que ils font une copie conforme de l'Église catholique de la RDC. Oui, parce qu'ils sont en train de dire qu'il faut désormais appeler le mal, le bien. Alors que depuis plusieurs années, ils ne s'exprimaient pas d'une manière ouverte comme ceci. Et depuis le 30 décembre 2016, que Kabila a dribblé les acteurs politiques là-bas, l'Église catholique s'est engagée. Et cet engagement s'est même remarqué lors de cette élection du 30 décembre où le Cinco a pu engager 40 000 observateurs pour pouvoir suivre cette élection et ont des résultats et ont donné un avis par rapport à la CENI, avant que les résultats ne soient donnés la semaine dernière. Ce qui veut dire que l'Église catholique aujourd'hui veut leur emboîter le pas. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup, Fiocol Dangonou. Quel commentaire vous en faites à Tcha Ibrahim? Non, et le problème est qu'au niveau de l'Église, on connaît bien il y a le mal. Eu cette forme d'insistance sur les messages. On connaît bien le mal à l'Église, on connaît le bien à l'Église. Et donc, quand le prêtre dit que de dorénavant, ce qui est bien, ils diront que c'est bien, ce qui est mauvais, ils diront que c'est mauvais. C'est ce que nous voulons des prêtres, donc des prêtres qui disent la vérité, des prêtres qui s'inspirent de la vie de Jésus-Christ, qui est un modèle parmi les humains. Ils vont s'inspirer de cela et pour essayer de donner, de prêcher la bonne nouvelle et essayer de conduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire que nous, les fidèles, vers le salut, puisque quand on parle du salut, amener les âmes vers le salut, c'est de leur enseigner la vertu, de leur enseigner la morale, c'est de leur enseigner la vérité et surtout à incarner toujours le bien, le mal étant proscrit, le mal étant l'apanage du Satan, vous comprenez? Donc les prêtres doivent vraiment conduire le peuple de Dieu vers le salut. Bon, maintenant, par rapport à leur positionnement, ce qui est intéressant dedans, ils n'ont pas dit qu'ils vont se positionner par rapport à une officine politique donnée. Ils disent que ce qui ne va pas, ils diront que ça ne va pas, ce qui est bien, ils diront ça bien. Et s'il faut concilier les positions politiques, ils n'hésiteront pas à le faire dans le bien évidemment, du pays. Donc ça, c'est un positionnement clair et très bien. Mais ce que je crains, c'est que ce ne soit pas une affaire de mimétisme, parce que la Cinco a fait ceci, nous allons importer ça au Togo, puisque nous avons remarqué qu'au Togo, quand on expérimente, autant pour moi, des actions politiques ailleurs, on cherche à l'importer et à le calquer sur le modèle togolais. Parfois, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait que dans l'appréciation future des faits politiques par rapport à l'Église, que l'Église ait à l'esprit que tout ce qu'ils veulent faire, c'est pour le bien du pays, et donc il ne sert à rien de se positionner par rapport à tel, mais de faire un effort pour concilier les positions politiques et que le Togo avance. Parce que en politique, le bien
peut ne pas être vertueux. Le mal, oui, en politique, oui. Le mal peut être vertueux. En politique, bien évidemment. Donc voilà ce qui est grave. Ce qui est grave. Ambroise Ponjo, donne la parole à Joël. Oui, je lis derrière ce message des évêques un revirement spectaculaire vers la gauche du pape François. Parce que je vois derrière ça le Vatican. Et tout comme au Congo, la Cinco, l'Église catholique ne pouvait pas prendre une position aussi radicale sans la caution et l'onction du Vatican. Ça, c'est clair. Maintenant, si telle est ainsi la position de l'Église et du Vatican, je crois que certains pouvoirs sont cuits en Afrique. Je suis désolé. Parce que le Vatican, ce n'est pas du n'importe qui et du n'importe quoi. À travers ce message, dans le fond, c'est la vérité qu'on demande aux prêtres de dire, sans embâche et sans avoir peur. Oui, parce que les évêques ont dit, ils ont invité les prêtres à se tenir sur la brèche en faveur du peuple. Et de défendre le peuple, voilà. Donc quand c'est comme ça, les milliards qu'on pouvait proposer aux évêques ici, pour les faire taire, tout ça là, c'est à l'eau. Parce que quand un prêtre isolé se lève pour dire que le prêtre ne doit pas... Jésus est allé renvoyer des gens dans la maison de son père. À l'église. Il est allé mettre de l'ordre. C'est ça les prêtres veulent faire. Et ces prêtres seront accompagnés par les pasteurs de mon église, c'est-à-dire de l'église presbytérienne. Non, je ne voudrais pas calmer les gens. Vous avez compris. Pour terminer, oui, justement, en disant que j'encourage l'église à aller jusqu'au bout. Parce que ce que la Cinco a fait en RDC, c'est du jamais vu. Quoi, on veut imiter la Cinco au Togo. Et je sais que, oui, c'est la même église. Que c'est une copie conforme. Oui, c'est la même église. Et vous n'allez pas être surpris de voir les églises ici, presbytériennes, méthodistes et catholiques, avoir les mêmes observateurs comme ça s'est passé au Congo. Ce n'est pas Fort Nassibé et sa bande qui va refuser ça. Joël, les gars. 1 minute 30, on passe en dessus. Eric, on va commencer par... comme je le dis, moi je suis très heureux. Ça ne m'étonne pas que les faits nous donnent raison. Et quand les gens s'égousillent sur le 20 décembre, comme quoi on a fait... les gens, certains veulent me le présenter comme l'échec de la C14. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise qui a été ouverte le 19 août 2017 était en gestation depuis. Et l'une des preuves, c'est quoi? Déjà, on avait, en 2016, quand Ford était à Dakar, non? On lui a demandé le fameux le buzz sur je ne vois pas le rapport. Et bien avant, la conférence des évêques du Togo a commencé déjà par faire évoluer son message. Hein? Le message s'ils font chaque année, ils ont déjà commencé par faire évoluer ce message. Et au même moment, vous allez voir qu'en RDC, c'était la même posture. L'Église catholique avait déjà commencé par prendre ses positions sur l'actualité politique. Et c'est à raison que nous avions déjà publié en 2017, dans l'une de nos parutions, que Ford est dans le même cube de ça que Kabila. Aujourd'hui, on voit comment Kabila a fini. Et quand le Vatican prend une telle position, comprenez que, comme je l'avais dit, le Vatican, ce n'est que la main religieuse des intérêts capitalistes, et ils comprennent que non, l'avenir de l'Afrique, vous savez, l'Afrique qui a près de 60% de sa population jeune, l'avenir, ce sont ces jeunes-là. Il faut déjà commencer par être en harmonie avec ces jeunes-là. Hein, il faut commencer par rassurer ces jeunes, raison pour laquelle, vous voyez, l'Église catholique aujourd'hui, vous n'êtes pas étonné que, par exemple, le clergé tunisien s'est prononcé dernièrement sur la crise, sur l'échec de la révolution du printemps arabe en Tunisie, qui n'a pas réussi à régler les problèmes sociaux. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire toujours une analyse macro. C'est la raison pour laquelle je dis que notre crise au Togo n'a rien à voir avec le raisonnement des clientélistes, de ceux-là qui vous êtes là pour crier à gauche, à droite. Mais il faut analyser la crise dans un contexte mondial, dans un contexte tout-régional. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Et les évêques aujourd'hui, on dit que non, qu'ils sont en train de copier. Non, c'est que c'est une stratégie macro
qui vise à dégager ceux-là qui ne sont plus en harmonie avec le peuple. Merci beaucoup, et amener ceux-là qui rassurent les populations. On va laisser maintenant la possibilité à nos auditeurs d'intervenir et donner leur point de vue aussi sur les sujets que nous venons d'aborder. Nous avons parlé de l'acquittement et de la libération immédiate telle que ordonnée par la CPI pour donc Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. On a parlé également de l'actualité politique, l'Assemblée nationale avec le règlement intérieur et puis également le positionnement des évêques et leur message aux prêtres réunis à Palimé il y a encore quelques jours. Il y a un auditeur qui nous envoie un message et qui dit « Les politiciens doivent commencer par se respecter mutuellement et savoir parler les uns envers les autres. Dès cet instant, les choses vont bouger pour ce pays, nous dit donc l'auditeur. » Il y a un autre qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ton ami Karim depuis Super-Tako. Je suis dans mon taxi, je vous suis en direct. Vous écoutez, monsieur Karim? Comment ça? Mais je voulais féliciter Joël les gars avec un grand bonjour. Monsieur Karim. Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Quand vous nous appelez, vous intervenez directement sur les questions. On n'a pas de temps pour les salutations. Ah, ok. Bon, je voulais intervenir sur le sujet de les nouveaux députés qui ont déjà élu. Et la première chose, c'est pour détourner notre constitution et changer les choses. Je voulais leur dire que, demander nos confrères que pourquoi ils ne peuvent pas laisser le mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois et bon, au fait quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup Karim, on a compris le fond de votre pensée. On va prendre un autre auditeur, mais avant, il y a un autre qui nous dit que... Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour, c'est monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi, nous vous écoutons. Oui, je me l'ai par rapport... Allô? On a perdu monsieur Komlavi, on va prendre un autre auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je vais bien. C'est monsieur? C'est monsieur Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. Oui, deux sujets m'intéressent sur les débats du jour. Le premier point, c'est de dire à nos hommes politiques qui sont catholiques que si on te conseille dans la chambre et tu n'écoutes pas, au salon RAS, sur la véranda et la terrasse, tu fais la sourde oreille, c'est dans la rue que les conséquences vont accueillir. Qu'ils prennent ça au sérieux. Deuxième point, c'est la question de la législature, où nos députés ont changé le règlement intérieur. J'aimerais que vous, les patrons de presse, vous preniez ce problème-là au sérieux. Je donne mes motivations. Quelles sont les 5 personnes qui veulent être présidents dans cette législature? Ils sont combien à être présidents dans cette simple législature? Nous sommes à la 6e. Et vous allez voir, quand vous lisez les autres alinéas de l'article 54, les anciens ont un sort. On va trouver les moyens pour payer leur rémunération, pour payer leur sécurité et tout ça. Ça, c'est une autre question. L'autre part que j'aimerais aussi révéler, qu'est-ce que la vacance va servir? Quand on prend pendant 1 an, et on sait que le mandat finit en 2020. Quel dauphin le président de la République veut mettre, et on veut passer par des contorsions pour ramener des gens comme on a mis d'autres aux frontières du Bénin. On ne veut plus faire la même chose, on veut passer par la légalité pour légaliser certaines choses. D'accord. Je veux que vous soyez sérieux sur ce problème-là. La manière dont la chose est tracée, ce n'est pas pour pagailler. Merci. Oui, merci beaucoup, monsieur Komi. Merci de nous avoir appelés. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 pour nous joindre directement dans l'émission. Vous faites l'option de nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Vous envoyez votre message sur le 90 71 49 62. Comme c'est un message WhatsApp, écrivez tout le message, ne nous envoyez pas de message SMS parce que là, on ne pourra pas le lire à l'antenne. Nous sommes dans l'instantané. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Komlavi. Ah, très bien. On vous a perdu entre temps. Nous vous écoutons maintenant, M. Komlavi. Oui, j'aimerais vraiment soutenir le message des évêques
et de dire qu'ils sont là comme troisième force entre l'opposition et le parti pouvoir. Ils doivent dire que la vérité, comme ils l'ont promis. Parce qu'on a remarqué en temps qu'ils ont un peu laissé perdre le pouvoir au moment où le PMP pouvait renverser l'institution. Ils devaient sortir un communiqué pour dire que ce n'est pas la bonne manière de faire l'entraînement dans un autre pays. Mais ils ont un peu tardé, ils n'ont pas pu le faire. Je pense que de l'avant, ils vont veiller à tout ceci pour en fait que ce qui est mauvais, il faut le dénoncer, ce qui est bon, il faut l'encourager. Merci pour le message. Et le groupe togolais aussi va le suivre de près, voir leur part, s'ils ne sont pas vraiment manipulés par certaines parties. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kolnavi. Merci de nous avoir appelés. On va prendre notre auditeur derrière vous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, mon cher grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va un peu. Quel est votre nom? Vozambourg. Vozambourg, nous vous écoutons. Oui. J'aimerais dire, il veut que la finance vienne à l'Assemblée nationale dans 5 ans. Pourquoi ils ne pensent pas au haut lieu que ça commence pas à haut? Donc, il faut qu'ils n'ont qu'à inquiéter ça aussi, que la finance vient au Togo. Il veut que, je ne sais pas pourquoi les députés togolais, il y avait des problèmes de fonciers, des problèmes de chefferie, il y avait des problèmes de notre, je ne sais pas, j'ai oublié le mot. Donc, ils sont partis pour faire quelque chose là qui ne peut pas aboutir, qui ne peut pas, et on ne peut pas voir les populations dedans. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils sont en train de fabriquer. Nous voulons les réformes, et les fonciers, les problèmes des fonciers, et les problèmes des Togolais mangeants. Donc, changer la tête de la présidente de la truc là, ça ne nous convient pas. Donc, le premier titre là, ils n'ont qu'à enlever dans leur tête. Donc, si la présidente de 2 mandats ou bien 5 mandats, il n'a qu'à faire les 5 mandats. Ils sont renouvelables. Donc, moi, je vois que c'est renouvelable pour notre pays, le Togo. Hein. Merci beaucoup, monsieur Vozambourg. Merci, bonne journée à vous également. Il y a un autre auditeur qui nous envoie un message qui dit « Il est grand temps. Le positionnement de l'Église catholique dans la vie politique de nos pays n'est qu'une guerre ouverte du Vatican contre la France-Afrique. Et cette guerre, bien sûr, se joue sur le territoire africain. C'est de bonne guerre. » écrit donc l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, quel est votre nom? C'est Momo depuis Tortille. Nous vous écoutons, monsieur Momo. Oh, j'aimerais vous encourager, vous tous qui êtes sur le plateau, de continuer, ce n'est pas facile. Nous connaissons aussi comment ça va avec vous les journalistes. Et je vous encourage vraiment. Oui. J'aimerais intervenir sur le problème Gbagbo d'abord. Allez-y. Aujourd'hui, je voudrais demander aux Africains de ne pas se mépriser parce que les Blancs, la CPI, la papauté et tous savent ce qu'ils font. La quête négrière a commencé début. Il faut que l'Afrique se réveille mentalement. Il faut que l'Afrique se réveille avec l'éducation. Au lieu de rester à demander de grandes choses, il faut que les partis politiques, la société civile, toutes ces personnes, les ONG, détournent leur lutte vers l'éducation. Parce que sans ça, la jeunesse ne va pas se retrouver vers où lutter et où. Contre qui ils luttent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, entre nous les Africains, nous nous déchirons. Mais le grand problème ne vient pas de nous-mêmes, mais il y a des gens qui sont loin, qui nous pistonnent. Vous voyez, le problème du Togo n'est pas le problème ivoirien. Les Blancs savent ce qu'ils font. Je demande à l'Afrique de se réveiller. Je remercie mon frère qui dit de voir quoi le problème comme un problème togolais, mais de voir le problème de manière macro. C'est-à-dire, aujourd'hui, les évêques se sont levés. Pourquoi? C'est parce que la papauté leur dit, faites ceci, faites cela. Les évêques ne décident pas d'eux-mêmes. Ils prennent des décisions venant de la papauté. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, bien sûr, on vous suit. Aujourd'hui, mon sang bout parce que je vois l'Afrique se déchirer. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un héritage et que les gens viennent tout juste pour prendre l'héritage. On dit qu'aujourd'hui la CPI se retrouve, c'est quoi et quoi. Non, je suis désolé. Gbagbo a été incarcéré pendant combien d'années? Pendant 8 ans. Oui. Ça a permis à la France d'avoir ce qu'elle voulait déjà en Côte d'Ivoire. Réveillez-vous un peu. Merci. Pendant 8 ans, Gbagbo est resté à la CPI avec son blé goudé. 8 ans, c'est beaucoup, mais il faut que l'Afrique se réveille. Notre combat, c'est entre nous. Il faut que nous nous rapprochions.
Il faut que nous nous réveillons. Nous allons revenir de l'éducation. C'est ça, il nous faut de l'éducation. C'est ça, c'est tout ce que moi je demande. L'unité entre les Africains. Il faut que nous cultivons cela. Et avec ça, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est depuis fort longtemps que ça a commencé. Pour que nous puissions arrêter la corruption aujourd'hui, c'est dans l'éducation. Pour arrêter l'inégalité, c'est dans l'éducation. Monsieur Momo, merci, je vous encourage à continuer. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez nous appeler après l'émission. Je pense que Ambroise Pondio veut discuter avec vous. Donc, après l'émission, vous pouvez nous rappeler juste après l'émission. Il y a un auditeur qui nous dit, ma question, enfin, lui pose une question, on ne pourra pas répondre malheureusement. Ma question, je vais quand même la lire. Ma question est de savoir qui d'entre le pouvoir togolais et l'opposition togolaise doit apprendre de ce qui vient de se passer en République démocratique du Congo. Un dernier auditeur. Allô? Ah, il est parti. Un autre qui nous dit juste savoir si notre Assemblée nationale peut valablement représenter le Togo au niveau des instances internationales. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allô? Alors, oui. Oui, ça siffle. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste de récepteur, s'il vous plaît? Ok. Éteignez carrément votre poste de récepteur. Éteignez-le, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? On ne peut pas recevoir l'auditeur. Alors, si vous nous appelez, prenez toutes les dispositions pour que ça ne siffle pas à l'antenne. Un autre auditeur qui nous envoie un message qui nous dit... je pense que alors, c'est par rapport à Laurent Gbagbo. Il dit, pour le cas de Laurent Gbagbo et son confrère, s'ils arrivent, ils sont libérés. Vraiment, la politique, s'il arrive qu'ils sont libérés, vraiment, la politique en Côte d'Ivoire prendra un nouvel élan. Et ce ne sera pas facile, puisque la France va vouloir intervenir à nouveau. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Amignon. Amignon? Oui. Nous vous écoutons. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec M. qui dit les gens importent l'expérimentation d'autres pays. Moi, je crois que c'est plutôt l'expérimentation qui se produit de que les gens. Allô? 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 Est-ce que vous pouvez vous repositionner un peu parce que la ligne avec vous n'est pas tout à fait bonne? Allô? Oui, allez-y maintenant. Je dis que M. Attaki dit les gens importent l'expérimentation qui se produit d'autres pays au Togo. Moi, je dis que c'est plutôt le Togo, ce qui se produit au Togo que les gens importent chez eux. Nous avons du mal à vous écouter très distinctement. Malheureusement, M. Amignon, on ne peut pas continuer la discussion avec vous. On va prendre notre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Comlan d'Agoré. Monsieur Comlan, nous vous écoutons très rapidement. Vous avez 1 minute. Oui, bon, moi, je voulais intervenir sur la position des prêtres du Togo. Allez-y. Mais je me dis que ils doivent être impartials. Et que quand deux enfants se querellent, ils n'ont pas le droit de prendre position pour tel ou tel. Et puis par ailleurs, je pense que au sein de l'Église catholique, la vie n'est pas aussi rose. Il y a des injustices là. Et il y a plein beaucoup de choses là-bas qui ne se disent pas. Donc je ne pense pas qu'ils sont placés pour donner des leçons aux gens. Et puis de deux, il ne faut pas faire du civisme. C'est pas parce qu'en RDC, l'Église a fait un bon travail que eux aussi vont quitter pour raconter de n'importe quoi. On connaît ce qu'ils ont joué dans ce pays comme rôle. Alors, donc je ne pense pas qu'ils peuvent être des donneurs de leçons. Sincèrement, je suis désolé. Merci beaucoup, M. Comlan. On a compris. Merci. Et on ne pourra plus recevoir d'appel ce matin. Il y a un auditeur qui nous envoie un message qui dit néanmoins, moi, je voulais intervenir sur le cas du virus de Lassa. C'est vrai qu'on avait programmé, mais bon, voilà, par rapport à l'actualité, Gbagbo a pris une majeure partie du temps. Je pense qu'on ne doit pas attendre le gouvernement avant de sensibiliser nos concitoyens autour de nous, car j'ai trop peur quand je continue de voir dans mon quartier des jeunes qui continuent de faire la chasse des souris et rats et autres, nous dit donc l'auditeur. Un dernier message d'un auditeur, c'est par rapport donc à la Côte d'Ivoire. Il dit, soit c'est ce qui s'est passé et la prophétie se confirme, il veut évoquer la prophétie d'Ambroise, ce n'est pas grave, que ce soit la RDC, Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, laissez la France en dehors.
Les Africains aiment chercher toujours les coupables ailleurs. Si on est bien organisé sur le continent, la France ne viendra rien faire, dit donc l'auditeur. Et on va terminer là-dessus, messieurs. Sur le cas du virus, là, ça vous inquiète? Oui, ça fait la deuxième fois que ça revient sur le tapis. Les dispositions, on avait annoncé les dispositions nécessaires pour pallier à cette maladie. Mais ce qui s'est passé la semaine passée ou bien la semaine surpassée inquiète beaucoup. Je pense que les conditions dans lesquelles les choses devraient se faire n'étaient pas réunies. Non, mais il faut dire que l'alerte est sonnée. Le ministère de la Santé. Depuis ce matin, je crois qu'il doit être en conférence. De presse, bien évidemment, et non seulement ça, avant ça, il y a eu des communiqués qui étaient sortis pour dire aux citoyens d'adopter des mesures d'hygiène pour éviter ce virus. Et il y a un cas qui a été signalé à Dal du Fergou. Il y a eu un autre aussi. Il y a aussi l'histoire de transport dans un bus et qui a fait quoi là, et ça aussi, ça a reçu vraiment la psychose totale. Donc, il faut plutôt accentuer les mesures d'hygiène, c'est-à-dire de prévention pour éviter cette maladie. Laver régulièrement les mains, c'est ce que le gouvernement communique. Voilà. Conserver les repas dans des récipients fermés avec un couvercle. Oui. Garder son domicile propre pour éviter l'intrusion des rats. Oui. Éviter tout contact avec les rongeurs. Oui. Cuire soigneusement les aliments avant de les manger. Puis éviter tout contact avec un malade qui présente les symptômes du virus, là ça, notamment la fièvre, les céphalées, les douleurs thoraciques et musculaires, gorgée irritée, œdème du visage, nausées, vomissements, diarrhée, hémorragie de la bouche, du nez, du vagin et des voies digestives. Voilà. Et donc nous sommes en période aussi de la chasse, donc c'est le lieu aussi de dire aux compatriotes de faire un effort pour éviter des contacts avec tout ce qu'on nous a signé. Oui. On nous a signalé, vous avez vu, ça s'apparente un peu au cas Ebola. Oui. Donc on a dit d'éviter certains animaux. Donc je souhaiterais que nos compatriotes, au moins pour cette fois-ci, gardent un peu cet appétit pour les animaux de brousse, quoi. Oui, mais le paradoxe pour moi, c'est que depuis qu'on a sorti le communiqué sur le cas Langabou, on nous a plus donné suite. Non. Est-ce qu'on a pu... Je pense qu'il y a un confrère, je pense que c'est Méga Info qui a dit qu'on a pu retrouver au moins 2 ou 3, 4 personnes de ce qu'on cherchait. Oui. Ça c'est lui qui... Moi, je l'apprends de toi. Oui, d'abord que le communiqué m'a souffert tellement d'insuffisance, d'imprécision, qui ramène même la question de la posture de nos institutions à vraiment communiquer. On a sous-négligé la communication aujourd'hui, ils sont plus dedans. On espère que c'est un précédent qui va permettre de réparer cette insuffisance-là qu'on a tout très mal au vieux de tout le monde. Parce qu'on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Bon, moi, je voudrais me prononcer carrément sur les autres ont déjà pris en compte par rapport à la fièvre Lassa. Je voudrais revenir sur le cas de l'Assemblée nationale, sur le cas évoqué par l'auditeur. Un cas qui m'inquiète, c'est-à-dire chaque fois qu'on prend un président, lui aussi devient un ancien président, et ça aura un coût faramineux sur le budget de l'État. Ça, je ne sais pas si eux ils voient ça. Vous savez, pour couper court à ça, je pense que tous ces gens-là devaient être mis en prison parce que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qu'ils ont fait. Même leur élection. Le test est passé à l'Assemblée nationale. Pas ça, leur élection même. La Cour constitutionnelle va se prononcer. Moi, j'ai dit ce que je pense. Ils savent qu'ils ne représentent rien. Non, pas ça. Merci beaucoup. L'article 54 même de la Constitution dit, selon le règlement intérieur. Monsieur, merci beaucoup. Fioclo Adam, le nom du journal L'Enquêteur. Acha Ibrahim, temps nouveau. Joël Lega, Fraternité, Ambroise Ponjo, des Guardians. Merci à Jack Prosser pour la mise en onde. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.